fabrication de carbanium et on a discuté de leur stabilité. On avait dit que le carbocation et le carbone radicalaire sont des intermédiaires qui sont pauvres en densité. Donc, les effets inductifs donneurs les stabilisent, les effets inductifs attracteurs les déstabilisent. Par contre, le carbanium est riche en densité électronique, les attracteurs les stabilisent et les donneurs les déstabilisent. On avait dit que tous les intermédiaires réactionnels, normalement, sont stabilisés dans la conduite des dérivés, tel qu'ils soient. Maintenant, vous devrez voir, le deuxième, c'est l'aspect cinétique énergétique. Voilà, je l'ai fait. L'aspect cinétique énergétique. Allez, donc je l'ai fait tout à l'heure. Aspect cinétique énergétique. Si vous avez cette réaction, normalement, on va utiliser, vous vous souvenez de ça. A plus B, qui donne C plus D. Quelle serait la vitesse de la réaction? La vitesse moyenne. V est égal à quoi? Est égal à moins delta A sur delta T. Est égal à moins delta B sur delta T. Est égal à delta C sur delta T. Est égal à delta D sur delta T. Ça, c'est la vitesse moyenne. Si vous calculez la vitesse moyenne, vous regardez la variation de la concentration, la unité de temps. Vous avez normalement la vitesse. Si vous voulez la vitesse instantanée, vous prenez la limite de Vm lorsque delta t tend vers 0. Limite de Vm lorsque delta t tend vers 0. Vous obtenez moins d de A sur d de t est égal à moins d de C sur d de t. Donc ça, c'est la vitesse instantanée. Donc vous pouvez visualiser cela sur une droite, si vous suivez bien sûr la variation de la concentration de la limite de temps, vous avez une courbe de cette façon. Pour les réactifs, vous partez d'une concentration A vers une concentration plus basse. Pour les produits, c'est l'inverse. Donc ça c'est A pour A et ça c'est pour C. Donc la vitesse moyenne c'est quoi? C'est que vous prenez deux intervalles de temps, par exemple T1 ici et T2 ici. T1, T2. Vous avez A1 et A2. Ça, c'est la vitesse moyenne. Si vous voulez la vitesse instantanée, serait la tangente à la droite. Donc, lorsque T1 se confond avec T2, ou A1 se confond avec A2. Sur votre droite, là, vous obtenez la vitesse instantanée. Donc, là, ce qui importe aujourd'hui pour moi, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est l'ordre d'une réaction, qu'est-ce que c'est la molécularité d'une réaction et comment éventuellement on les calcule, surtout l'ordre comment on les calcule. Vous connaissez aussi l'expression suivante. V est égal à quoi? K fois exposant alpha fois B exposant bêta. Et bêta. C'est quoi alpha et bêta? Alpha et bêta, c'est ce qu'on appelle les ordres. L'ordre par rapport à A et l'ordre par rapport à B. L'ordre global de la réaction serait égal à la somme des deux. Ordre global est égal à alpha plus bêta. Comment on les détermine, ces ordres? Donc les ordres, normalement, sont toujours déterminés expérimentalement. Comment? On va supposer qu'ils sont égaux à certains nombres. Puis on en place dans l'expression de la vitesse, on trouve une relation entre le temps et la concentration. Une fois on a trouvé cette relation, on rentre dans notre laboratoire, on vérifie est-ce que cette relation est vérifiée. Comment? Supposer alpha et bêta, ordre global. Donc regardez, si je pose par exemple alpha égale à 0 et bêta égale à 0, que devient cette expression? V est égal à K tout court. Constante de vitesse. Je la donnerai après. Je vais l'expliquer après. Je donnerai la en fait de court.
Ceci est égal à quoi? Est égal à moins d de A sur d de t. Si je transpose, donc j'aurai k d de t est égal à moins d de A moins d de A. Si j'intègre de 0 à t et de A0 à A, j'aurai donc kt est égal à A0 moins A. Voilà une relation que je vais obtenir entre le temps et la concentration. Je rentre dans mon laboratoire, je vérifie est-ce que cette relation est vérifiée. Si elle est vérifiée, ça veut dire que les ordres sont nuls, comme j'ai supposé. Dans le cas échéant, j'ai fait une nouvelle supposition. Par exemple, je trouve que les points ne sont pas alignés. Je trouve par exemple que les points ne sont pas alignés. Là, je suis obligé de faire une nouvelle supposition. Je suppose par exemple que alpha égale à 1, bêta égale à 0. Dans ce cas, j'aurai V est égal à K fois A. K fois A est égal à moins d de A sur d de t. Donc kt, k d de t est égal à moins d de A sur A. La même chose, j'intègre de 0 à t et de A0 à A. Là, normalement, la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Je trouve kt est égal à ln, comment? Sur 1 sur x, sa primitive sur ln de x. Donc, ln de A0 sur A. Voilà cette relation. Comment je dois faire? Comment je vais procéder? C'est très simple. Là, c'est bon, je le mets sur cette simple. Hein? Donc là, c'est très simple. Regardez comment je fais expérimentalement. Je prends T, 0, 5, 10, 20. Et là, je prends A0, A, la concentration de A, A0, A1, A5, A10, A20. Je calcule ln d'A. ln de A0 sur A. Je trouve des valeurs. Normalement, pour vérifier, je regarde la boîte T en fonction de ln de A0 sur A. Si l'ordre est égal à 1, j'aurai tous les points alignés sur la même droite. Tous les points seront sur la même droite. Dans le cas échéant, je vais trouver des points éparpillés. Un ici, par exemple, un ici, un ici. Donc si tous mes points sont alignés sur la même droite, j'ai dit que l'ordre est égal à 1. Donc ma supposition est bonne. Si ils ne sont pas sur la même droite, j'ai dit que l'ordre est différent de 1 et j'ai fait une nouvelle supposition. Si je vais continuer jusqu'à l'ordre de quand même. Si je fais une nouvelle supposition, donc je pose qu'alpha égale à 1, bêta égale à 1. Donc là, je répète, est égal à K fois A fois B. D'accord? Mais là, réfléchissons un peu, voyons les maths. Du point de vue chimique. Si vous avez deux proposés que vous allez faire réagir ensemble, si vous prenez A en excès et B minoritaire, votre vitesse va dépendre de quoi? A, beaucoup. B, peu.
Votre vitesse va dépendre de quoi? Va dépendre du minoritaire, tout simplement. D'accord? Donc à partir de là, pour qu'elle dépende des deux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les concentrations initiales soient égales. C'est ce qu'on se pose le plus souvent. On pose donc qu'A0 est égal à B0. Et quand on pose cela, donc on a B est égal à K fois A carré est égal à moins 2A sur D dt. Et là, comme vous allez faire des TP, vous pouvez vérifier, vous n'avez pas besoin de demander. Vous ferez, je crois, un TP sur la cinétique, deuxième ordre. Vérifiez les concentrations des composés qui vont réagir à 100. Vous êtes obligé de trouver que leur concentration est la même. Ouais. Comment? Eh oui. Non, j'ai dit, pour qu'elles dépendent des deux, il faut que leur concentration initiale soit égale. Elles dépendent des deux. Donc si tu prends A en excès, et B minoritaire va dépendre seulement de B. Si tu fais l'inverse, tu prends B en excès et A minoritaire va dépendre seulement d'A. Donc pour qu'elles dépendent de A et B en même temps, il faut que leur concentration initiale soit égale. Et c'est ce que je disais, lorsque vous faites la cinétique deuxième ordre, vérifiez est-ce que les concentrations initiales que les techniciens vous ont préparées sont égales. Normalement, elles doivent être égales, sinon, il ne sera pas de second ordre. Donc si vous avez cela, donc on aura K D dt est égal à moins 2A sur A carré. On intègre toujours de 0 à T et de A0 à A. Donc KT est égal à 1 sur x carré, c'est 1 sur moins x carré, c'est 1 sur x. Ce serait 1 sur x. Donc j'aurai 1 sur A moins 1 sur A0. Même chose, je trace la droite T en fonction de 1 sur A. En fonction de 1 sur A. Si je trouve que tous les points sont alignés, il s'agit d'une cinétique du second ordre. S'ils ne sont pas alignés, il s'agit d'une cinétique qui est différente du second ordre. Vous allez faire de nouvelles choses. Second ordre. Second ordre, tu gagnes le drink. Second ordre. Second, deuxième ordre. Moins 1 sur x carré et moins 1 sur A. Moins 1 sur A. Donc c'est ça. J'ai supposé si A0 est égal à B0, à chaque moment j'aurai la concentration d'A égale à la concentration de B. Donc je remplace A par B. Je remplace B par A. Voilà. Il y a A moins égal à B. Au lieu de. C'est ce que j'ai dit. Je suppose que A0 égale à B0. Pourquoi riche? On n'a pas dit pauvre. C'est deux composés qui vont réagir ensemble. C'est deux composés qui vont réagir ensemble. Je prends deux concentrations initiales égales. Par exemple, NaOH, OH7. Je suppose que j'ai 0 à 1 ici, 0 à ici. C'est tout. D'accord. Ça veut dire que leur concentration à n'importe quel moment serait égale. Leur concentration à n'importe quel moment. C'est ça, c'est. N'est-ce pas? Si leur concentration est différente, elle va dépendre tout simplement du minoritaire. C'est ce que j'ai dit. Donc pour qu'elle dépende des deux, il faut la condition de leur concentration initiale soit égale. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est bon. Là, donc.
Comment? Tu transposes. Vaut. تعرف l'équation. Les transpose est égal. وعاد تجي au dénominateur. عندنا la vitesse est égale à k fois a. Dernière, il t'appelle. La primitive de moins 1 sur x carré chez nous. 1 sur x. Et j'ai remplacé seulement par les primitives. Donc là, c'est bon, donc voilà donc. Ce qui est important à retenir là, c'est que les ordres sont toujours déterminés expérimentalement. Vous allez toujours supposer qu'ils sont égaux à certains nombres. Vous revenez sur les expressions de la concentration, vous remplacez, vous trouvez une relation entre le temps et la concentration, vous vérifiez expérimentalement dans votre laboratoire, est-ce que cette relation s'est vérifiée? Si elle s'est vérifiée, vous dites que les nombres supposés sont égaux aux ordres, dans le cas échéant, vous faites une nouvelle supposition. Donc retenez, toujours, les ordres sont déterminés expérimentalement. D'accord? Et ici, les ordres, ils vous indiquent. Normalement, les ordres, ils vous indiquent. Les ordres, ils vous indiquent l'influence de la concentration sur la vitesse. Regardez comment la concentration elle influence la vitesse. Je voulais quand même un peu montrer, faire quelle est la différence entre les ordres et les coefficients psychométriques. Des choses importantes à savoir. Quand est-ce qu'on a les ordres sont égaux aux coefficients psychométriques, etc. Je vais vous donner deux réactions maintenant et essayer de donner leur mécanisme, pour expliquer la différence entre ordre et coefficients psychométriques. D'accord. Là. Comment? Donc là, si vous avez par exemple, si je suppose que j'ai cette réaction, regardez, cette réaction. Oui, un exemple. J'ai interprété. Donc là, ça donne le produit suivant. Pour cette réaction qui est devant vous, on m'a dit que la vitesse de réaction V est égale à K fois la concentration du dérivé bromé. Seulement, le OH n'entre pas en jeu. On m'a dit. Donc là, je suis obligé de donner une explication des réactions qui nous permettent d'expliquer cet effet. Est égal à la concentration seulement du dérivé bromé. Le fil bromé. Et retenez que ce dérivé bromé, en cinétique, on l'appelle le substrat. C'est là on l'appelle substrat. Substrat, c'est le composé qu'on étudie. Comment? Elle ne dépend pas de OH. Moi, expérimentalement, j'ai fait l'expérience et j'ai montré elle est la vitesse. Je viens de vous dire que l'ordre est déterminé toujours expérimentalement. Ça veut dire que l'ordre par rapport à OH égale à 0. Il est nul. C'est expérimentalement. Comment elle se chinois c'est comme ça. Lorsqu'ils ont étudié la réaction, ils ont dit que l'ordre par rapport à H égale à 0. Par rapport à H. D'accord? Donc c'est une donnée. Par contre, si je prends cette réaction, CH3Br plus OH-, ça donne CH3OH plus Br-. La vitesse de cette réaction, elle est égale à la concentration du dérivé bromé
fois OH-. Fois OH-. Là-bas, ils ont dit que le OH- entre. Lorsqu'ils ont étudié ces deux réactions, dans l'une, ils ont trouvé que OH peut influencer, dans l'autre, le OH ne influence pas. Hein? Ouais, la concentration du substrat. Comment? Voilà, donc ça c'est des données expérimentales. Ça c'est des données expérimentales. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'interpréter ces données. C'est comme ça. D'accord? Maintenant, moi, il faut que, en tant que chimiste, il faut que je cherche à expliquer ce phénomène. Pourquoi? Là-bas, j'ai OH qui rentre, et de l'autre côté, j'ai OH qui ne vient pas. L'ordre égal à 1, ou l'ordre égal à 2. Expérimentalement, je les ai étudiés expérimentalement, j'ai trouvé l'ordre OH dans un cas égal à 0, dans l'autre cas égal à 1. Comme je viens de vous montrer le petit radar. Vous m'occupez plus vers moi. Hein? Maintenant. L'autre matin. Hein? Ouais, c'est une valeur qui est donnée, qui est déterminée expérimentalement. Hein? Maintenant. L'ordre s'appelle. Les ordres sont comme ça. Alpha et bêta sont éléments de D carré. De n'importe quel décimal. N'importe quel décimal. Ce sont des décimaux, les ordres, d'habitude. 1, 2, 3. Il y a 1 et un décimal. Dites que 1,000. On peut mettre le nombre des zéros. Oui. Masma. Dérivé le bron. مش جاي من فيه البرون. شوف يا عم شكون يكون بالفرنسي. ديريفي مشتق من فيه البرون. ايوه. هما deux réactions différentes. شوف هاي الحالة. الحالة. Voilà. Donc c'est bon. Un dérivé brom. Vie de brom. Dérivé brom, ça veut dire un complexe qui contient le brom. Donc on l'appelle substrat GD. OH-, on l'appelle réactif. C'est celui qui va nous révéler certaines propriétés de notre substrat. Oui, substrat. CH3B. Le composé qu'on étudie, on l'appelle toujours substrat. Non, c'est un réactif. C'est un réactif. Donc regardez. Ce que je voulais, on m'a donné cela, on m'a dit les vitesses sont égales à cela. Donc maintenant, je vais donner comment je peux expliquer ces différences entre les deux réactions. Oui. Sinon? Oui. Deuxième, alpha égale à 1, bêta égale à 1. C'est ça ce que je vais expliquer. Pourquoi expérimentalement, ça a été démontré que c'est comme ça. Maintenant, je vais proposer un mécanisme qui vous prouve que le mécanisme là-bas égale à 1 et de l'autre côté égale à 2. Donc comment? Donc je vais supposer ici que j'ai une réaction qui est comme ça. La première réaction, CH3, CH3, Br, sous l'effet du solvant, me donne un carbocation.
Ça, c'est la première étape. Une deuxième étape dans laquelle le OH- va attaquer le carbocation. Donc, la deuxième étape, petit b, le carbocation est attaqué par OH-. Voilà. Donc, si je regarde mes deux réactions, selon vous, laquelle serait la plus lente? Est-ce que c'est la première ou la deuxième? La plus lente. Deuxième, vous avez un carbocation, vous avez un nucléophile OH- qui est à côté, il va l'attaquer directement. Alors que le premier, vous avez besoin d'un solvant qui va polariser la liaison CBr, après le BR va partir, donc c'est la première étape qui est lente. La première étape, elle est lente. Celle-là, elle est lente. Celle-là, elle est rapide. Réfléchissons maintenant. Je vous dis actuellement. Je vous dis. Il y a cette jeune fille qui est très lente. Elle écrit lentement. Est-ce que la vitesse va dépendre des autres étudiants ou d'elle-même? La vitesse de votre classe. Elle va dépendre de toi. Parce que chaque fois que je dis, j'attends que tu termines, alors que les autres ont déjà terminé. Donc la vitesse, elle va dépendre seulement de ton esprit. C'est la même chose. Lorsque vous avez une réaction qui est complexe, constituée par plusieurs réactions simples, la plus longue d'entre elles, c'est celle qui détermine la cinétique. La même chose. Donc là, vous avez deux réactions. La plus lente d'entre elles, c'est celle qui va déterminer la cinétique. Parce qu'une fois le carbocation formé, il est attaqué. Donc elle va dépendre seulement de la formation du carbocation. C'est pourquoi dans ce cas, j'ai cette expression. J'ai la vitesse seulement de petit a. Le petit b n'entre pas. Donc lorsque vous avez ce qu'on appelle des réactions complexes, l'ordre est différent du coefficient stéréométrique. Réaction complexe, ça veut dire qu'elle est constituée par plusieurs réactions simples. Exemple ici, 2. Elle va dépendre seulement de la plus lente d'entre elles. Alors que lorsque vous avez cette réaction, pour expliquer cette réaction, j'ai proposé le mécanisme suivant. Pourquoi? Donc là, j'ai OH-, donc CH3, BR, plus OH-, j'aurai une étape dans laquelle le OH n'est pas rentré et le BR n'est pas parti. Donc dès que donc BR ici, BR, dès que BR part, le OH rentre. Donc j'aurai le produit donc là j'aurai le produit comme ça. Donc là je vois, ça explique la concentration, elle va dépendre des deux. Elle va dépendre de OH- et du substrat. C'est pourquoi l'expression de la vitesse dans ce cas, elle est donnée sous cette forme. Parce que le départ de BR ne peut avoir lieu que lorsque OH- attaque. Regardons ce que vous avez vu. Comparez-moi le carbocation ici avec le carbocation qui est là. Comment il est le carbocation ici? Comment est le carbocation ici? Il est
il est stable. En plus, il est caché par les 3 métiers. Il est caché par les 3 métiers. L'attaque au OH- n'est pas possible. Le OH- ne peut venir que du côté opposé des verres, parce qu'ils sont de même charge. S'il vient du côté des verres, il va le repousser. Et quand il vient de l'autre côté, c'est comme si je vous demande, de prendre, prenez-moi ce stylo. Vous pouvez le prendre comme ça. Est-ce que vous pouvez le prendre comme ça? Non, vous ne pouvez pas à cause de ma main. La même chose, le OH- ne pourra pas venir lorsqu'il y a les métiers. En plus, le carbocation qu'on obtient est un carbocation stable. Donc là, c'était pour vous montrer l'essentiel pour moi, de comprendre, de retenir que cela, ce qui suit. C'est que si vous avez une réaction complexe, ça veut dire qu'elle est constituée par plusieurs réactions simples. La vitesse de la réaction sera égale à la vitesse de la réaction la plus simple, la plus lente. La plus lente d'entre elles. Puis il y en a 10, vous regardez la plus lente. Ok? Cette réaction est appelée une réaction complexe. Et les coefficients stoichiométriques sont différents de l'autre. D'accord? Par contre, si vous avez une réaction simple, les coefficients stoichiométriques sont égaux aux ordres. Comme ici, par exemple. Regardez 1 ici. La somme des deux. Vous avez 1. La somme des deux est égale à 2. C'est bon? Vous comprenez, réaction simple et réaction complexe, je reviendrai là-dessus. Donc voilà ce qu'on appelle les ordres. Je répète que j'ai dit que l'ordre, ce sont des décimaux qui sont toujours déterminés expérimentalement. En supposant qu'ils sont égaux à un certain nombre, vous remplacez dans l'expression de la vitesse, vous trouvez une relation entre le temps et la concentration, vous vérifiez expérimentalement est-ce que cette relation est vérifiée. Si elle se vérifie, vous dites que les ordres sont égaux, mais vous supposez. Dans le cas échéant, vous faites une nouvelle supposition. Voilà, donc là je continue. Délégué d'ailleurs. Ok. Donc là, je passe. Quelle est l'influence de la température sur une vitesse de réaction? On vous a dit au lycée que si vous augmentez la température de 10 degrés, votre vitesse double. On vous a dit ça, n'est-ce pas? Mais ceci a été avant que Arrhenius découvre sa relation pour la constante de vitesse. Le K que vous voyez dans l'expression de la vitesse, K est égal à Z. Comment? Toujours aspect cinétique. Maintenant, je vais regarder l'influence de la concentration sur la vitesse. On vous a dit que si vous avez une température, si vous l'augmentez de 10 degrés, si vous aviez V, là vous aurez 2 V. Ça c'est ancien. Maintenant, l'influence de la température, elle est donnée par la relation d'Arrhenius, la constante de vitesse, qui est égale à Z exponentielle de moins 1A sur RT. Moins 1A, l'énergie d'activation. Donc Z, c'est un coefficient qui montre probabilité des chocs productifs. Productifs. Je reviens. EA, LZ. EA, énergie d'activation. D'activation. R, c'est la constante des gaz parfaits, est égale à 8,32 ou 31 parfois dans l'unité internationale. T, c'est la température en Kelvin. En Kelvin. Donc voilà l'expression. Revenons un peu pour que vous compreniez les Z, c'est quoi? Probabilité des chocs productifs. choc. Chocs productifs. Par exemple, je suppose la réaction que j'avais donnée juste avant. Supposez que le OH vient de ce côté. Est-ce qu'il pourra se lier? Non. Non. Pourquoi?
Parce que ça va pousser par BR. J'ai supposé le OH vient du côté des BR. Est-ce qu'il pourra s'éliminer? Non, le BR va le repousser. Donc dans ce cas, ce serait un choc non productif. Est-ce que pourra? C'est lié. Et quand il y a une tabac, on a BR. Non, parce qu'il ne pourra pas arriver jusqu'au carton parce que le BR va le repousser. Ils sont de même charge, au moins non. Par contre, regardez, si le OH- vient de ce côté, ce serait un choc productif. Productif, c'est-à-dire un choc qui va conduire à la formation du produit désiré. Donc, on a un choc productif. C'est un choc qui va conduire à la formation du produit souhaité. C'est bon. Choc productif, il est enseigné le produit du jour. Choc non productif, il est marqué. Vous avez supposé, revenons 4 secondes. Le OH-, le moins, s'il vient du côté des BR va le repousser. Ça dit comment? Parce qu'ils sont des mêmes charges. Tu vas répéter à dire par contre, l'énergie de mesure est 10%. Ok, donc, parce qu'ils sont des mêmes charges. Si maintenant le OH- vient du côté opposé, les conditions sont favorables. Donc, il peut se lier parce que BR ne les gêne pas. Donc, si il vient du côté opposé, c'est un choc productif. S'il vient du côté des BR, il y a un choc non productif. Pourquoi? Parce qu'il ne produit pas un autre produit. Donc, on a un choc productif. Z d'habitude, ces valeurs sont comprises entre 0,1 et 0,6. C'est 10 chocs au maximum, vous pouvez avoir 6 qui sont productifs. Z d'habitude, sa valeur, on donne sa valeur entre 0,1 et 0,6. C'est la preuve. L'énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est l'énergie nécessaire pour que la molécule soit apte à réagir. C'est l'énergie que doit avoir une molécule pour qu'elle soit apte à réagir. Mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Comment? Regardez si j'ai la réaction toujours A plus B. A plus B qui donne C plus D. Supposez que j'ai cette réaction-là, voilà. J'ai ici A plus B. A plus B qui donne C plus D. Et là, j'ai cette énergie. C'est ça ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Arrivé ici, on a un intermédiaire. Mais l'intermédiaire, il faut continuer pour donner C et D. Comme il peut revenir à l'état initial pour donner A et B. Pour bien comprendre cela, ça veut dire l'énergie nécessaire n'est pas suffisante. Il faut voir, je vais vous donner un exemple sur vous-même. Comment on peut avoir un doctorat en pharmacie en Mauritanie? Il faut s'inscrire en première année de pharmacie à Nouakchott. Mais est-ce que tous les étudiants qui sont inscrits auront le doctorat? Non, parce qu'il y a certains qui vont transférer. Il y a d'autres qui vont changer même de spécialité. Mais l'inscription en première année de pharmacie est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est la même chose. C'est comme l'énergie d'activation. C'est une énergie que doit avoir la molécule pour qu'elle soit apte à réagir, mais elle peut l'avoir et ne pas réagir. C'est clair. Donc l'air, je crois que l'air c'est bon. T, c'est la température à quelle? C'est plus 200. Comment? N'est-ce pas? Hein? C'est plus 273. C'est plus 273. La température plus en Kelvin. D'habitude, on la met en Kelvin, ça veut dire que vous ajoutez 273. À la température, si c'est 25 degrés, la température normale, vous ajoutez 273. C'est la constante des gaz parfaits. PV est égal à mu RT. La constante. C'est 8,31 dans l'unité internationale.
31, il y a 31 quelque chose, bravo. Parfois on prend même 8,32. 8,32. Donc voilà, l'influence de la température, j'ai dit, elle apparaît dans la constante de vitesse, comme ça. Maintenant, pour terminer cette partie, quel est le rôle d'un catalyseur dans ce accélérer. Si je demande à mon petit qui a 10 ans, il va me dire la même chose. Le rôle d'un catalyseur, il permet d'accélérer la réaction. Parce que ça, c'est la définition. Et moi, je veux que vous compreniez le sens. Pourquoi on utilise les catalyseurs et quel est leur rôle. C'est d'accélérer effectivement la finalité. Mais du point de vue chimique, qu'est-ce qu'ils font? Oui. C'est le contraire. Ils diminuent l'énergie d'activation. Pour que cette réaction se déroule, c'est la barrière énergétique qui vous limite. Si vous prenez un catalyseur, il va réduire cette énergie d'activation. Donc le rôle le plus souvent du catalyseur, c'est de diminuer l'énergie d'activation, de diminuer la barrière énergétique et comme ça, votre réaction devient spontanée. Elle devient rapide. Comment il diminue l'énergie d'activation? Il faut bien comprendre cela. Comment il diminue ça? Ça veut dire qu'il va nous donner des intermédiaires réactionnels qui sont plus stables, tout simplement. Tout simplement. D'accord? Il va me donner des intermédiaires réactionnels qui sont plus stables que ceux que j'obtenais avant l'utilisation du catalyseur. Le rôle du catalyseur, c'est de diminuer l'énergie d'activation. Comment il a diminué? Allez, je parle de carbocathion. Sans catalyseur, je parle de carbocathion. Ce carbocathion n'est pas stable. Donc, son énergie d'activation est grande. Si j'utilise un catalyseur, il va stabiliser ce carbocathion. Son énergie d'activation est réduite. Sa formation devient plus facile. Il augmente l'énergie instable. C'est bon. Allez, donc voilà ce que je pouvais dire sur l'aspect cinétique et énergétique des réactions. Concernant l'aspect cinétique, vous connaissez maintenant l'expression de la vitesse de réaction. Qu'est-ce que c'est que l'ordre? Comment on les détermine? D'accord? Quelle est l'influence de la concentration? J'ai dit, elle apparaît dans les ordres. L'influence de la température, quel est le rôle d'un catalyseur? Voilà les points essentiels que vous devez retenir sur l'aspect cinétique. Quant aux réactions, vous en avez deux. Elles peuvent être exothermiques si elles dégagent la chaleur. Elle peut être endothermique si elle absorbe de la chaleur. Endothermique. Oui, hein? C'est bon? Donc là, je vais passer à dernier aspect, l'aspect stérile. Prof. C'est bon? Le rôle de l'énergie d'activation, c'est que pour qu'une molécule soit apte à réagir, il faut qu'elle acquiert cette énergie. L'arbre de masse il applique le bac pour être en première année universitaire. Il faut le bac. Il faut s'abonner. D'accord? Il va me donner un intermédiaire plus stable. Intermédiaire, il y a un carbocathion plus stable. Au cas où il y a un carbocathion moins stable, si j'utilise un catalyseur, il y a un carbocathion plus stable. Tout seul. Comment? Il y a beaucoup de choses que je vais raconter. Et c'est essentiel de comprendre. Le rôle du catalyseur, c'est de diminuer l'énergie d'activation. Hein? Chimie? Hein? Chimie? C'est l'énergie qui est nécessaire pour que la molécule soit apte à réagir, mais elle n'est pas suffisante. Voilà. Si je suppose alpha 0, bêta 1, c'est d'autres 1. Alpha égale à 0. Oui, l'ordre 1. L'ordre Prof. Donc voilà. Prof. Donc maintenant, l'effet stérique. L'effet stérique, si vous vous rappelez, dans cette partie du cours. Prof, كل بنعملو باش. Tiens, je n'autorise pas de تصوير. ماني مسامح بيه.